Bonjour à toutes et à tous. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'histoire des Gilets jaunes. Robert Mascarel, militant de gauche aveyronnais et ancien gilet jaune, a accepté de répondre aux questions de Viragora pour nous aider à mieux cerner ce que furent les Gilets jaunes. Comment est-ce que ce mouvement populaire a commencé ? Pourquoi les a-t-il rejoints ? Quelles étaient leurs revendications et comment ont été perçus le grand débat et les cahiers de doléances ? Nous le verrons dans cette première partie. En parlant de doléances, j'en profite pour vous annoncer que nous organisons avec Attaque Aveyron une projection débat du documentaire d'Hélène Desplanques, Les doléances, au cinéma CGR de Rodez le jeudi 13 juin à 19h30. La réalisatrice ainsi que Fabrice Dallongeville, le maire d'Auger-Saint-Vincent, seront présents. Si vous souhaitez réserver vos places à un tarif préférentiel, vous êtes invité à contacter Attaque Aveyron par mail. Je vous mets l'adresse en description. Bonne écoute. Donc bonjour Robert. Bonjour Florian. Merci d'avoir répondu à cette demande d'interview. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît, brièvement ? Bien, brièvement, une longue vie, c'est difficile à résumer brièvement, mais bon, on va essayer. 82 ans, maintenant je suis quasiment partout où je vais, y compris quand quand je militais directement dans les Gilets jaunes, j'étais le doyen. Voilà ma présentation, sinon j'ai un passé de syndicaliste et de militant politique, toujours à gauche, mais pas toujours dans la même organisation. J'ai fait le PCF pendant 15 ans, de 1963 à 1978, le PS de 1980 à 1996, et je suis à la France Insoumise, parti de gauche avant et France Insoumise depuis la création et du PG et de LFI. Et je suis un gilet jaune depuis le premier jour, 17 novembre 2018. D'accord, alors justement, gilet jaune, qu'est-ce qui t'a amené à le devenir ? Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire, et où est-ce que tu as été gilet jaune ? Alors, j'ai commencé à être gilet jaune pratiquement dès que ce mouvement est né sur les ondes, dans la mesure où très vite, c'est-à-dire en gros, on va dire le 1er novembre, pour arrondir, 2018, et j'ai immédiatement mordu à l'hameçon des Gilets jaunes, premièrement parce que, à la différence de beaucoup de gens, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma présentation que j'étais à la CGT depuis 1959 comme adhérent et 1964 comme militant, je le suis toujours. Et contrairement donc à ce qui se véhiculait à l'intérieur de la CGT, pas à l'intérieur de LFI, les Gilets jaunes ont été regardés avec beaucoup de circonspection, dans la mesure où considéraient que c'était un ramassis éventuellement, j'exagère en disant ramassis quand même, de gens d'extrême droite. Et très vite, il est apparu que ce mouvement soi-disant d'extrême droite rencontrait l'adhésion d'une grande partie de la population, sondages à l'appui. Et j'ai considéré, et c'est la thèse que j'ai défendue à l'intérieur de la CGT, j'ai pas eu besoin de le défendre à l'intérieur de LFI, pour dire un mouvement qui rencontre la sympathie, sinon l'adhésion, de 70% des Français, comme c'était le cas des premiers sondages, et que cela fut longtemps, ça ne peut pas être un mouvement exclusivement d'extrême droite, ou alors ça voudrait dire qu'il y aurait 70% de Français d'extrême droite, ce que je me refuse à considérer en 2018, que je me refuse toujours à considérer en 2024. Mais alors, qu'est-ce qui pousse autant de personnes à se retrouver, à bloquer des ronds-points et à militer au sein des Gilets jaunes ? Et toi, quel a été le motif ? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on a annoncé au départ, le prix du carburant ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Qu'est-ce que c'est ? Dans la mesure où le mouvement des Gilets jaunes a peut-être déclenché le mouvement à partir de cette décision du gouvernement de vouloir installer une
une augmentation des prix du carburant à des tas de mauvais prétextes, mais qu'en réalité, il voulait faire payer aux petites gens, aux gens pauvres, dans lesquels moi je me classe, même si je ne suis pas pauvre spécifiquement. J'ai considéré que c'était le petit bout de la lorgnette, qu'en réalité, ils faisaient payer à nous leurs impérities en matière, par exemple, de politique écologique, par exemple. Et qu'il n'a pas pris la peine, mais c'est normal, c'est un gouvernement qui est au service des plus riches de la société, au service des exploiteurs. Donc il était naturel qu'il ait ce type de démarche, mais il était évidemment naturel pour des gens comme moi de considérer que quand on a ce type de préoccupation soi-disant écologique, puisque c'était un peu l'habillage dans la mesure du gouvernement, eh bien on doit se préoccuper que la masse des gens va avoir la capacité à s'adapter aux exigences de l'écologie. C'est-à-dire que rien n'a été préparé pour ça. Pour faire ça, il faut avoir des transports en commun suffisamment développés pour permettre aux gens qui ne peuvent plus utiliser la voiture parce que ça va devenir de plus en plus cher, parce que écologie oblige. C'est ça que j'appelle l'écologie punitive, précisément. Eh bien, c'est de considérer que, avant de prendre ce genre de disposition, on crée les conditions pour permettre aux gens de pouvoir se libérer de la voiture. C'est tout. Et à partir de là, j'ai considéré mon rapprochement avec les Gilets jaunes complètement naturel pour quelqu'un comme moi qui suis un très vieux militant de gauche. Et au niveau du mouvement des Gilets jaunes ruthénois, donc, parce que tu venais à Rodez oui. Voilà, avec les Gilets jaunes, est-ce que tu peux nous raconter comment il s'est créé, quelle a été l'histoire du mouvement à Rodez et comment ça fonctionnait ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai participé dès le premier jour au premier grand rassemblement, qui était donc le 17 novembre, 2018. Et j'y ai participé, mais alors vraiment comme un personnage complètement fondu dans la foule, parce que foule déjà il y avait. Et cette foule s'est rassemblée, si mes souvenirs sont bons, sur l'avenue de la route d'Espalion, là il y avait un terrain vague, me semble-t-il, et on s'est rassemblés là, on était vraiment plusieurs centaines, à 7h du matin, 7h ou 8h du matin, il faisait même froid, au mois de novembre. Et on s'est répartis vers plusieurs, puisqu'on a vu qu'on était suffisamment nombreux. Je peux même pas dire qu'il y avait un meneur là-dedans, peut-être qu'il y en avait un, mais moi, je ne le savais pas. On s'est répartis sur plusieurs ronds-points, et moi donc, je me suis mis au rond-point du grand carrefour des routes vers Millau et vers Sébazac, ou vers Espalion. Et puis de là, on était très nombreux encore, donc je suis allé au rond-point des Moutiers, du McDo, en contrebas là, et j'ai passé donc toute la journée sur ce rond-point. On a fait quelques barrages, toujours bon enfant, jamais eu la moindre agressivité, on était le nombre suffisant pour pouvoir procéder à des barrages filtrants, j'insiste sur le mot filtrant, on n'a jamais bloqué complètement les diverses voies qui convergent vers ce rond-point des Moutiers, de McDo. Et puis c'est tout. Et le soir, je suis rentré tranquillement chez moi, simplement, en rentrant chez moi, moi j'habite à Nocelles, je me suis trouvé bloqué par un barrage filtrant qui se trouvait au rond-point des Molinières, entre Barraqueville et la Primaube. Et là, j'ai rencontré un gilet jaune qui ensuite est devenu une sorte d'animateur des gilets jaunes de l'Aveyron, enfin du moins de Rodez, pas de l'Aveyron. Comment il s'appelle ? Alain, et qui distribuait une sorte de, je vais dire de charte, mais qui était extrêmement faite de beaucoup de points revendicatifs, donc quasiment tous m'intéressaient. Et c'était quel type de revendications Des revendications sociales,
mais des revendications politiques, mais démocratiques, c'est-à-dire au sens du fonctionnement des institutions. Il ne circulait pas encore l'idée du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, ça n'est venu qu'un peu plus tard, mais l'idée de la consultation démocratique du peuple via des référendums, sans autre précision. Le samedi d'après, Alain avait eu le temps de me dire, le samedi 17 novembre, au moment où il m'a distribué, que le samedi d'après, non seulement l'opération occupation des ronds-points se renouvellerait, mais qu'il y aurait de plus une manifestation dans Rodez. Donc j'en ai pris bien note, et ce samedi-là, j'y suis allé. Et là, compte tenu de mon engagement syndical et de mon engagement politique, d'emblée, j'ai dit à Alain, je te préviens, moi, je ne suis pas un gilet jaune, comme la plupart se présentaient, apolitique. Moi, je suis engagé politiquement et syndicalement. Mais, surtout, je n'interférerai en aucune manière dans les prises de décision des gilets jaunes. En aucune manière, de manière à ce que l'on ne puisse pas m'accuser et accuser à travers moi mes organisations, qu'on ne puisse pas nous accuser de vouloir manipuler, récupérer le mouvement. Et il m'a dit, mais aucun problème. Donc le samedi d'après, j'y suis allé. Et là, il y avait Alain, sa compagne, Annie, un sociologue, Jean-Pierre, qui avait concocté avec Alain ce fameux questionnaire, fait de revendications que j'avais considérées comme extrêmement intéressantes, d'un point de vue politique, économique et social. Et ils me disent, mardi, on organise une réunion dans une sorte de gymnase à La Primaube, qu'ils avaient obtenu de la part du maire, pourtant pas très proche des Gilets jaunes, je pense. Donc j'y suis allé, et là on était très très nombreux, et on a formé des tables de discussion, chacun avec un thème. Donc c'était bien fait, hein. C'était vraiment, et j'y suis vraiment pour rien, donc je le dis d'autant plus tranquillement. Des thèmes, et des thèmes évidemment politiques, économiques, sociaux, environnementaux, voilà. Moi je me suis mis dans une des tables, et dans toute cette salle qui était quand même très 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 grande, et à la fin, chaque table avait un thème, chaque table a produit ses réflexions, ses propositions. C'était vraiment bien fabriqué, je le dis. Et donc, à partir de là, je me suis embringué dans les Gilets jaunes de manière complète et totale. Au début, notre rond-point, c'était celui du McDo. Et pendant tous les mois passés au rond-point donc des Moutiers, du McDo, on était juste en contrebas du McDo, pendant tous ces mois-là, le rond-point était occupé quotidiennement, on a toujours fait la même chose, des barrages filtrants, jamais bloquants, et on rencontrait, de plus, c'était ça qui était formidable, une très très grande adhésion, bien qu'on les emmerdait un peu, on les ralentissait, aussi bien des camionneurs que des automobilistes. Ça klaxonnait dans tous les sens pour exprimer leur soutien, et non pas pour exprimer leur agacement, leur colère. Vraiment. Et donc, tous les jours. Mais à cette époque, et pendant toute cette période, il n'était pas question de garde de nuit. Et puis, 3, 4... Alors tout ça s'est fait en même temps, en parallèle de, évidemment, l'ami Macron n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. Il a immédiatement essayé de trouver la combine pour récupérer le mouvement, au moins essayer de sortir de son point de vue par le haut de cette mésaventure qui était en train de tourner vinaigre quand on se souvient des manifestations hebdomadaires à Paris, avec la violence qui ont caractérisé ces manifestations à Paris et, à un degré moindre, au moins au départ, à Toulouse. Et donc, il a mis en œuvre
ce qu'il a appelé le grand débat. Au départ décentralisé, et ensuite pour le centraliser. Et y compris à Rodez, où les bonnes âmes macronistes, maire en tête de Rodez, Tessèdre, ont fait en sorte de donner le plus grand éclat possible à ce grand débat. Moi, qui ai la langue bien pendue, je pense que tu es en train de t'en apercevoir, qui a quand même un tout petit peu d'expérience et quelques idées, moi j'ai dit pas de problème. Il veut débattre avec les Français, allons-y. Ça n'a même pas été une décision des Gilets jaunes. C'est Robert Mascarel qui a décidé, tout seul, non pas tout seul, parce qu'on était 2 ou 3, à aller dans ce grand débat. Pas pour le perturber, ou du moins pour le perturber de manière intelligente, c'est-à-dire ne pas se satisfaire du brouet de la propagande quotidienne, et y aller en posant les questions que posaient les Gilets jaunes. Parce que la démarche du grand débat, qui vient aussi avec les cahiers de doléances. Ça, c'est après. Oui. C'est après. Le grand débat, c'est une chose. Alors, oui, c'est vrai que c'est assez simultané, tu as raison. C'est assez simultané, mais un peu après quand même. Puisque c'était le but de ces grands débats, d'aboutir à la rédaction de cahiers de doléances, qui ensuite seraient remontés sur le central, sur Paris. Voilà. Oui, tu as un peu raison, c'est vrai. Ça semble traduire quand même de la part du gouvernement de l'époque, d'une volonté de donner un petit peu la parole, au moins de faire mine, de prendre en compte la parole des citoyens. Mais comment ça a été perçu au niveau des Gilets jaunes de Rodez ? Est-ce que ça a été perçu comme une sorte de victoire ? Enfin, le pouvoir prenait en compte l'avis des citoyens ? Ou est-ce que ça a été perçu de manière, on va dire, un peu plus fataliste et illusoire ? Ça a été perçu par les Gilets jaunes, dont je souligne qu'à Rodez, ils étaient très peu. Il y en avait. Et ce fut très intéressant. Ça, j'insiste là-dessus. Il y avait des Gilets jaunes qui, manifestement, n'étaient pas au RN, mais dont on sentait, alors peut-être qu'il y en avait, j'en sais rien, mais ceux que je ressentais comme étant proches, il y en avait à Rodez, mais ils étaient minoritaires, et surtout, c'était très, très, très intéressant. Parce que c'était, je ne vais pas parler de la composition sociale de ces Gilets jaunes. C'était composé, vraiment, c'était très disparate, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il y avait là des artisans, des petits entrepreneurs, des aides sociales, des aides sociales aussi d'ailleurs, mais des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, c'est ça que je voulais dire, des ouvriers. C'était vraiment très composite. Et dans cette richesse d'origine, de composition, il y avait effectivement des gens, femmes comme hommes, qui, consciemment ou pas, véhiculaient, relayaient les thèses de l'extrême droite. Et l'intérêt de cette affaire, qui m'a fait intervenir au sein de mes 2 organisations, et syndicales et politiques, LFI sans problème, CGT beaucoup plus sur la réserve, je leur ai dit, écoutez, moi personnellement, cette cohabitation avec des gens dont je ressens qu'ils sont sensibles aux thèses de l'extrême droite, je la trouve formidablement intéressante. Parce que ce sont néanmoins des gens avec qui on peut échanger. Et moyennant qu'on ne leur fasse pas ressentir immédiatement, mais toi je ne discute pas avec toi parce que tu es d'extrême droite, mais qu'au contraire on les écoute bien, eh bien les échanges pouvaient se faire, et moi j'ai la prétention de dire que je n'ai pas fait venir des gens de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais d'avoir troublé les raisonnements spontanés de beaucoup de ces gens. Voilà. Et donc, ces débats, ce grand débat, j'y ai participé,
Alors plus ou moins après, les Gilets jaunes ont décidé quand même de s'y associer en tant que tels, de manière ouverte, tu vois. Et voilà, c'était pas du tout inintéressant, néanmoins. C'est ce qui fait que ça a produit des cahiers de doléances, auxquels j'ai participé moi-même, dans ma commune, puisque c'était communal, j'ai été remplir ma page d'écriture, comme un certain nombre de gens. Et l'intérêt de cette affaire, qui s'est retournée contre Macron, dont ça n'était pas à l'origine l'intention, c'était pour lui tirer les marrons du feu. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces cahiers de doléances, ils étaient tellement intéressants qu'ils ont fait silence dessus. Et d'ailleurs, jamais plus personne, sauf maintenant les historiens, dans 10, 15, 20 ans, 50 ans, vont explorer le contenu de ces cahiers de doléances. Mais néanmoins, il n'a pas pu éviter de donner quand même un débouché. Alors ça a été les deux débouchés, c'était ces cahiers de doléances, et c'était les fameux citoyens, je ne sais plus combien, 150 ou 200, qui ont été tirés au sort pour constituer une sorte de parlement, de conseil, je ne sais pas comment ils l'ont rappelé, je ne me rappelle plus, de ce grand débat, quoi. Et qui a donné lieu à un grand raout, à Paris, où ils ont pendant à nombreuses reprises, ils ont débattu, et où au total, tous ces gens, quand il s'est agi de finaliser leur travail, eh bien, ils ont produit des propositions à Macron, dont quasiment la totalité convenait parfaitement à des gens comme moi, c'est-à-dire à la France Insoumise, à la CGT, à la gauche, à la vraie gauche. Je ne parle pas de la gauche mollassonne qui au premier obstacle se couche, qui a peur de tout, qui a même peur de son ombre. Non, je parle de la gauche résolue, c'est-à-dire la gauche anticapitaliste. Si bien que, et alors mon Macron, qui est un type extraordinairement intelligent, mais qui est encore un gosse, il est tombé dans des tas de pièges, qu'il s'est tendu lui-même. Pas parce qu'il aurait été tendu par les gilets jaunes. Du genre, je reprends la totalité des propositions issues de ce grand débat. Et puis finalement, évidemment, les mecs qui le cornaquent au-dessus, c'est-à-dire les vrais capitalistes, ceux qui ont le vrai pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont à la tête des banques, à la tête des grosses industries, lui ont dit « Moderato cantabile, mon petit gars, t'es encore un peu jeune pour faire de la politique, on va te montrer comment il faut faire. » Et il a commencé à dire « ça non, pour finalement rien. » Voilà.